Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. On m'a demandé de faire une vidéo pour m'adresser aux jeunes, notamment comment les jeunes peuvent convaincre leur famille par rapport aux temps difficiles qui sont devant nous. Alors je profite de quelques moments pendant mes vacances. Nous sommes ici dans l'île d'Oléron. Je suis sur une chaise longue à l'horizontale quasiment, vous voyez. C'est un endroit magnifique. Et j'espère avoir le temps de vous parler un petit peu. Alors, le truc, c'est que déjà être jeune, il faudrait définir ce que ça veut dire. Donc, est-ce qu'on parle d'enfants, est-ce qu'on parle d'adolescents? J'ai pas mal de lecteurs, lectrices qui ont on va dire, qui sont en fin d'adolescence, et je vais essayer de m'adresser à des jeunes qui sont, voilà, on va dire déjà autonomes dans leurs pensées, donc au-delà de 10-12 ans. Euh, alors, on est déjà autonome plus tôt, hein, bien sûr, mais disons que voilà, le questionnement par rapport au monde, ce questionnement ne commence qu'à l'adolescence. Et souvent, c'est une période de rébellion, et c'est logique, puisque nous voulons nous affirmer lorsque nous sommes adolescents en tant que futurs adultes. Et d'ailleurs, l'une des pires choses qui arrivent à l'espèce humaine, c'est que nous avons, en tout cas dans le monde moderne, détruit ce passage, ce rite de passage qui était généralement tribal, que la plupart des sociétés mettaient en place avec un décorum, avec un protocole pour devenir adulte. Aujourd'hui, nous ne savons pas très bien. D'ailleurs, le concept d'adolescence, c'est un concept qui n'existait pas, qui n'a jamais existé dans l'histoire. Moi, j'aime bien cette idée d'enfulte. Nous ne sommes plus des enfants, nous ne sommes pas vraiment des adultes, et en fait, on est un petit peu des enfoirés. Alors que dans le temps, entre l'âge de 14 et 16 ans, ça dépend des cultures, plutôt chez les Africains et les cultures équatoriales tropicales, et plus tard dans les zones froides, le jeune homme et la jeune femme, dans le processus de puberté, euh, arrivaient par un rite de passage qui était difficile. J'en parle dans mon livre par exemple, j'ai pris l'exemple des Maasai dans mon premier livre, et le fait d'aller tuer en groupe un lion pour montrer leur courage et montrer d'être enfin capable de participer à la vie des hommes. Pour les femmes, c'est toujours un peu plus facile, puisqu'une femme sait qu'elle devient femme lorsque, évidemment, par ses menstruations et sa capacité de séduire des hommes, et donc de devenir une épouse, et donc de faire des enfants, c'est quelque chose de beaucoup plus évident. Pour un homme, c'est un peu plus difficile. Et donc, dans ce monde où nous n'avons plus ces rites de passage, euh, et parce que c'est trop facile, on a cette notion d'adolescence qui dure parfois jusqu'à l'âge de 40-50 ans. Donc c'est très mauvais pour une société, c'est tout à fait un des signes de la décadence. Nous avions comme rite de passage le service militaire, notamment pendant longtemps, qui montrait que nous étions capables d'être un guerrier et capables de défendre le bien commun, qui est devenu d'abord le roi, puis ensuite la nation. Bien que malheureusement, il faut avouer que autant le service militaire c'est une bonne idée pour intégrer les jeunes et leur montrer qu'ils sont acceptés dans la société en tant qu'adultes, il y a aussi un gros défaut, c'est qu'on les prépare à obéir à l'État. Or, l'État, et on l'a vu, il peut être perverti, acheté par des groupes d'influence, et donc l'État puissant sert en fait les intérêts de petits groupes, et donc vous qui devenez adulte, qui devenez homme par ce service militaire, finalement vous ne faites que créer de la force pour cet État qui deviendra corrompu et décadent, et qui ne sert qu'une petite élite. C'est un peu l'histoire de l'humanité. Alors, lorsque vous êtes jeune et que vous prenez conscience de cette problématique du monde, disons d'abord que la plupart des jeunes n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer, mais je pense on voit très bien que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont très préoccupés parce que, contrairement aux jeunes des années 60 ou 70, qui avaient une posture de no future et qui avaient ils avaient une posture de ah, l'avenir sera difficile, alors qu'en réalité, cette génération-là a eu tout pour elle. Elle a eu la croissance économique, elle a eu la sexualité sans risque, elle a eu vraiment beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, les générations plus récentes, celles nées dans les années 80, celles nées dans les années 90 et 2000 et les plus jeunes aujourd'hui, voient bien de manière
réel que l'avenir est moins bon pour eux qu'il ne l'a été pour leurs parents ou pour leurs grands-parents. Ça, c'est une évidence. Ils le voient de manière empirique. Ce n'est plus une posture, c'est une réalité. Et donc, c'est évident que beaucoup de jeunes se posent des questions. Certains s'abrutissent dans les réseaux sociaux, la télévision et le divertissement. D'autres réfléchissent, font des tentatives. Vous savez, chez beaucoup de jeunes, il y a aussi beaucoup de gens qui se perdent ou qui se fourvoient dans des idéaux parfois un peu imbéciles, quelles que soient les couleurs politiques, gauche, droite, de travers, en haut, en bas, peu importe. Ça fait partie de la jeunesse. L'important, c'est qu'ils réfléchissent et qu'ils reviennent et qu'ils ne se laissent pas embrigader dans des idéologies qui sont proches de l'approche religieuse, c'est-à-dire qu'il y a un dogme et on ne peut plus en changer. Alors, de là, une partie va clairement se rendre compte une grande partie d'ailleurs aujourd'hui se rend compte que voilà, nous avons un avenir bouché, et il se rend compte que, notamment par l'approche écologique, que nous arrivons vers des problématiques très lourdes et très difficiles face à nous. Nous devons y faire face. Alors la majorité qui s'en rendent compte vont partir vers des solutions idéalistes du genre faut qu'il y a qu'à, si on se donne tous la main et se faire des bisous, ça ira bien. Une toute petite minorité parmi ceux-ci vont dans des solutions un peu plus disons, qui sont moins politiquement corrects, mais enfin, c'est aussi qui sont typiquement des solutions de, voilà, si on brûlait tous les X, vous mettez votre minorité de choix, votre bouc émissaire de choix, tout ira mieux, etc. Évidemment, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, c'est pas aussi simple du tout. Mais enfin, ça fait partie d'un processus de simplification des problèmes extrêmement complexes. D'autres, et j'imagine que c'est à eux que je m'adresse aujourd'hui, se disent plutôt, voilà, on arrive vers une approche qui n'a pas d'issue par des modes conventionnels. Ça ne se fera peut-être pas par la politique, bien que ça peut être annexe ou accessoire. Mais il va falloir travailler autre chose. Et parmi ceux-ci, une partie tombe sur mes livres ou d'autres qui leur expliquent, voilà, l'important pour s'en sortir, c'est peut-être de développer de l'autonomie, une capacité d'être résilient au quotidien, mais aussi à long terme. Et il y a une fraction assez grande de mes lecteurs et mes lectrices qui sont des jeunes qui ont entre 15, 25, 30 ans. Voilà. Et alors je vais essayer de m'adresser aux plus jeunes de ceux-ci. Euh, Peut-être, je vais vous dire quelque chose de très évident et qui peut-être ne vous étonnera pas, parce que je crois que vous l'avez déjà fait. Je pense que la première chose à faire, c'est bien sûr de vous désintoxiquer des sources d'informations bidons qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire couper votre télé, apprenez à réfléchir par vous-même, à filtrer les informations en fonction de votre ressenti, mais aussi en fonction d'éléments rationnels que vous allez bâtir par vous-même et non pas ceux que l'on vous a appris à l'école, car vous le savez probablement, le système scolaire aujourd'hui n'est plus un système qui vous élève, n'est plus un système qui vous apprend à réfléchir, c'est un système d'endoctrinement dans un modèle, ce qu'on appelle le politiquement correct, mais qui est en réalité un modèle de pensée unique, formaté, et qui veut au mieux, pour les plus intelligents d'entre vous, faire de vous de bons petits esclaves, de bons petits contremaîtres pour servir les oligarchies qui se sont mises en place, et au pire, pour les moins bons, les moins intelligents, les moins travailleurs d'entre vous, de vous préparer, de vous abrutir à devenir des chômeurs, qui sont une forme qui ont une utilité sociale parce qu'ils deviennent tellement dépendants qu'ils ne veulent plus changer le système, puisque forcément ils en sont dépendants de manière absolue. La partie haute, elle en est dépendante parce que c'est comme ça qu'elle fait carrière et qu'elle gagne de l'argent, mais la partie basse, l'immense majorité d'entre vous, d'entre nous, à la limite, d'entre vous, eh bien, elle va être de plus en plus dépendante parce que soit elle a un petit boulot merdique, payé un minimum, et donc elle en a absolument besoin, sinon elle n'arrive plus à tourner, etc. Soit elle a carrément même plus de boulot, mais elle reçoit des allocations qui la maintiennent dans l'esclavage et dans l'inactivité, et elle est forcée de s'abrutir au divertissement pour passer le temps. Et donc, au pire, vous êtes des esclaves, et croyez-moi que cette partie de la population, l'objectif final, lorsqu'elle ne sera plus utile pour maintenir le système par des voies de pseudo-démocratie, etc.,
euh, d'une part, elle sera métissée, puisque c'est elle qui prend de plein fouet le métissage. Vous savez, c'est pas les grands banquiers qui métissent leurs enfants, hein, c'est le peuple, c'est la population de base, avec quotient intellectuel assez bas, abruti par les médias, etc., qui, elle, et qui côtoie cette immigration de masse et de remplacement, et qui va se métisser. Et tant pour les populations immigrées que cette population, on va dire, européenne, va se métisser également, et qui est abrutie, et qui est réduite à l'esclavage, l'objectif ultime des élites, pour elles, c'est l'extermination. Je veux dire, ils ne vont pas vous garder en vie longtemps. Tant que vous servez pour faire fonctionner cette pseudo-démocratie et que vous consommez, ça va. Mais le jour où il n'y a plus de ressources naturelles, ou de moins en moins de ressources naturelles, et qu'on passe à un autre système que la démocratie, c'est-à-dire qu'on passe à la gouvernance globale, telle qu'elle est prônée par Attali et d'autres, vous n'êtes plus nécessaire et ils vont vous éliminer. Ils vous élimineront dans le meilleur des cas par de la malbouffe, par des maladies, et vous allez disparaître de cette manière. Et dans le pire des cas, vous allez être physiquement exterminé. Alors ils vont pas vous envoyer la Légion étrangère parce qu'elle n'obéira pas aux ordres, mais la Légion étrangère, peut-être que d'ici 10, 15 ans, ce seront des robots. Et là, c'est Terminator. Non mais je plaisante pas, hein. Bref. Donc, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Alors, la première chose, c'est de vous désintoxiquer. Ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans le piège de cet esclavage par le haut, par le bas. Ne tombez pas non plus dans le piège pour tous ceux qui bossent comme des fous pour pouvoir faire leur bac, ensuite leur prépa, ensuite les bonnes écoles, l'ENA, toutes ces conneries, toutes ces écoles de merde qui servent à rien, enfin qui servent à vous transformer dans un rouage du système où certes vous allez gagner un petit peu d'argent, mais à quoi bon? À quoi bon si de toute façon vous n'allez pas être libre? Alors, voilà, j'essaie de me remettre un petit peu droit, j'ai pris aussi des notes. Donc d'abord de vous désintoxiquer et d'apprendre à trouver les informations par des moyens justes. Alors je vous dis pas ça parce que j'ai envie que vous rentriez dans ma secte. Je veux dire, j'ai pas à part mes quelques livres, j'ai pas grand chose à vous vendre. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée c'est parce que souvent dans les sectes on vous demande de ne plus avoir de relation avec les autres, avec le reste. Donc non. Gardez vos informations, allez à l'école et à l'école faites semblant de croire à leurs conneries. Quand ils vous disent on est tous égaux, il faut les chances pour la France, ou on est tous bien, machin. Faites semblant de croire, parce que si vous dites non, vous allez vous faire engueuler. Et vous allez être ciblé par le système. En revanche, il va falloir commencer à côté, savoir, mais ça sert à rien de confronter à l'école les profs, etc. De toute façon, ils sont payés pour le système, ils vont jamais aller contre, ils vont jamais vous donner raison. Ramenez-la pas avec le 11 septembre, avec... non, ça sert à rien, surtout pas. Je sais que vous avez envie de rentrer dedans, de protester quand vous êtes gamin, et peut-être que vous le ferez quand même, mais ça sert à rien. Alors, deuxième chose, c'est qu'on me pose toujours la question, qu'est-ce que je devrais faire comme étude? Ou disons, quelle filière professionnelle je devrais choisir? Là aussi, donc, comme je l'ai dit, soit vous avez, comment dire, la voie classique, c'est-à-dire faire du fric, mais on peut s'y perdre. Moi, j'y suis passé, c'est-à-dire que, évidemment, faire des bonnes études, travailler dans des boîtes qui sont performantes, où on gagne de bons salaires, c'est pas mal, mais c'est très difficile de faire cela si on n'est pas à fond. Parce qu'on vous demande aujourd'hui de plus en plus, déjà à mon époque ça commençait à devenir difficile, mais aujourd'hui ce qu'on vous demande c'est ce qu'on appelle l'excellence, on vous demande l'excellence. L'excellence ça veut dire que tu dois bosser 24 heures sur 24, et au début dans des stages non rémunérés, et ensuite si tu fais bien ton boulot, tu es sélectionné, tu montes, et là tu commenceras à gagner pas mal d'argent. Mais le boulot est tel que tu vas y perdre ta santé, tu vas y perdre ton âme quelque part, ta motivation. En plus, tu n'auras pas le temps, surtout si tu es une fille, tu n'auras pas le temps de fonder une famille, parce que l'excellence, ça veut dire que je donne tout pour l'entreprise. Et elle n'a pas d'excellence dans le paiement de ton salaire et dans la manière de te traiter. Seulement à un plus haut niveau, oui, à un plus haut niveau, bien sûr. Mais c'est vraiment une pyramide extrêmement étroite. Donc il faut monter. Et puis pour monter, il faut être une pute. Il faut faire des coups de pute à ses collègues. Pourquoi est-ce qu'il te choisirait toi plutôt qu'un autre? Donc il faut montrer que c'est toi. Donc à performance égale, c'est celui qui a le moins de casseroles, c'est celui qui pose le moins de problèmes, c'est celui qui rentre le plus dans le moule, celui qui est dans le bon état d'esprit, n'est-ce pas?
Donc ça va être aussi un moyen de vous perdre dans cette histoire. Et pendant que vous faites tout ça et que vous bossez 24 heures sur 24, vous n'avez pas le temps de vous préparer. Donc ça, c'est une réalité. Et puis, boulot de merde après, parce que regardez ces politicards tocards qu'il y a aujourd'hui au pouvoir. C'est des gens qui sont des petits mecs médiocres, des petites gonzesses arrivistes, enfin, sont tous arrivistes, mais qui arrivent ils peuvent enfin commencer à bouffer au râtelier parce qu'ils sont tout fiers de gagner leurs 15, 20, 30 000 euros par mois en tant que politicard en cumulant des mandats, mais au bout de 40 ans d'efforts. Et ils vont être emportés. En plus, le peuple va les dégommer très, très bientôt. Hein. Je veux dire, il n'y en a pas un qui va s'en sortir. Alors, j'espère qu'ils sont... Enfin, non, j'espère pas, justement. Qu'ils sont planqués avec... Mais la plupart du temps, non, ils sont à Paris, ils ont leur adresse, on sait où ils habitent. Et ils vont se faire dégommer, ces mecs. Donc, et pareil pour les chefs d'entreprise, les mecs qui sont passés par l'ENA, les mecs qui sont passés par HEC, qui ont des postes semi-étatiques. En plus, en France, bon, je m'adresse aux Français en particulier, 50% de l'activité économique, c'est l'État. Donc vous êtes en gros des administrateurs, des trucs de merde. Et donc, on sait où vous êtes. Enfin, et ça va s'effondrer. Donc, bon. Donc, à mon avis, c'est pas un bon choix. Mais faites ce que vous voulez. Hein. L'important, c'est faites ce que vous voulez. Alors, ensuite c'est réfléchir à... Il y a toujours, moi je dis toujours, pour avoir un bon travail dans la vie, je le dirais à mes enfants, j'ai toujours pensé, il faut l'intersection entre ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire, et là où il y a des opportunités. Vous imaginez bien que si vous aimez faire quelque chose, mais que vous n'avez aucun talent et qu'il n'y a aucune opportunité, ça ne sert à rien. Vous êtes un artiste raté dans un coin, alcoolique et drogué. Bon, je vous le souhaite pas, quoi. Et ça, c'est aussi, on nous a vendu le rêve. On dit aux enfants, faites ce que vous voulez. Mais non, ce que tu veux, si ça se trouve, c'est de la merde. Parce que tu as 15 ans et tu sais pas. C'est pas ta faute. Tu sais pas à 15 ans ce que tu as envie de faire. Moi, à 15 ans, je voulais, je sais pas, à 15 ans, j'aurais voulu être. Qu'est-ce que je voulais faire à 15 ans? Non, à 15 ans, je voulais déjà être un businessman et gagner de l'argent. Mais on ne sait pas. La plupart des gens à 15 ans aujourd'hui, vous leur demandez, ils veulent être chanteurs de rap et chanteuses. Enfin, c'est de la merde. En plus, il n'y a pas les opportunités. Puis en plus, ils n'ont pas de talent. Je me souviens une fois, j'étais au Québec pour donner une conférence, et dans l'hôtel où j'étais, il y avait les auditions pour tu vois, Québec has Talent, ou Nouvelle Star, une connerie comme ça. Et il y avait une quantité énorme de gens. Puis je me suis dit, mais comment tous ces gens peuvent penser avoir du talent? La plupart d'entre nous, on n'a aucun talent. On est médiocre. C'est la normale, c'est la définition de l'être humain. C'est qu'il y a la moyenne, et la plupart des gens sont dans la moyenne. Et la moyenne, c'est de la merde. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. On peut quand même aimer, être aimé, être une personne bien, etc. C'est pas grave. Mais il faut pas non plus. On est de la piétaille, quoi. On est de la chair à canon pour la plupart d'entre nous, c'est tout. Faut s'en rendre compte. Mais on nous a mis dans la tête qu'on est unique, qu'on est géniaux, et que donc il suffit de vouloir, et puis on a tous des talents cachés, et donc on va pouvoir y arriver. Non, vous êtes de la merde. Je suis désolé de le dire, mais la plupart des gens, nous sommes de la merde. Non, mais c'est vrai. Et ça fait partie de notre mise en esclavage, nous faire croire qu'on est unique, qu'on est géniaux. Non, c'est faux. Ce qui n'empêche pas on peut être bien, on peut être aimé, aimer les gens, et voilà. Mais soyons humbles. En fait, ce hubris, cette démesure qu'on nous met dans chacun d'entre nous, c'est ce qui nous amène à être consumériste, à être hédoniste, à l'extrême dans des mauvaises choses. Euh, c'est des conneries. Donc, euh, si évidemment il y a beaucoup d'opportunités, mais que vous n'avez ni de talent ni envie, bon, bah, évidemment, on ne peut pas le faire. Le talent, ça se travaille. L'envie, ça change en fonction de... Moi, il y a des choses que j'aimais à 20 ans, que j'avais envie de faire, j'ai plus du tout envie de les faire aujourd'hui. Donc ça change, et peut-être que dans 10 ans, j'en aurai marre de survivre et de massacrer des gens. Ça, c'est un message pour Vic au Québec. On a assez de tuer des enfants dans les poussettes avec notre tank. C'est une blague privée, un private joke entre Vic et moi. Évidemment que je n'ai pas envie de tuer des enfants et que ça ne m'intéresse pas et que je ne le ferai pas. Ou alors je dirais que c'était pas moi. Bref, tout ça pour dire, avec un peu d'humour noir, que le talent, ça s'acquiert, ça se travaille par le travail dur. Il faut se lever tôt le matin, il faut travailler d'arrache-pied. Vous savez, des gens très talentueux, hein, Usain Bolt, c'est un black jamaïcain, il est génétiquement fait pour courir vite, mais il se lève pas le matin en disant de toute façon je suis génétiquement fait pour courir vite et c'est bon, je vais courir vite.
Le mec, il bosse depuis qu'il est gamin, comme un fou, à courir, à s'entraîner, à faire de la muscu. Je veux dire, c'est une machine de haute compétition. Et c'est du travail de dingue. Les gens qui réussissent dans les affaires, j'en connais plein, j'étais moi-même un de ces personnes, on travaille comme des dingues. On est debout à 5 heures du matin, on bosse. C'est pas ah ouais, j'ai du talent, j'ai de la chance. Le talent, ça se travaille. Les opportunités aussi, elles se travaillent, mais il faut aussi être dans un bon secteur. Alors, c'est sûr que si vous vous dites, moi ce que j'aime, c'est la métallurgie, et je travaille d'arrache-pied pour devenir un bon métallo, bah faut aller chez ArcelorMittal, mais en Inde, et au salaire indien, parce que il faudra bosser pieds nus dans l'usine, quoi, et c'est chaud. Donc, parce qu'il n'y a plus d'opportunités. Et je le regrette. C'est regrettable d'ailleurs, mais c'est comme ça. Donc réfléchir à cette intersection entre où il y a les opportunités. Alors il y a plein de trucs hein, aujourd'hui, pour peu que vous aimiez et que vous ayez du talent, et donc vous y mettiez du travail. Prenons par exemple tout ce qui est lié justement à la survie, dans le sens de la recherche de l'autonomie et de l'indépendance, et de la résilience. Je prends toujours comme exemple le réparateur de vélo. Ça se travaille. C'est en plein essor, il y a de plus en plus de gens qui sont en vélo. Donc les opportunités existent. Est-ce que vous avez du talent? Ah, vous êtes manuel, vous avez un cerveau, vous pouvez y travailler dessus, vous allez y arriver. Trouvez un stage, bossez dans votre garage, apprenez, documentez-vous. On a Internet, vous pouvez apprendre quasiment tout seul. Vous n'avez même plus besoin de faire des études. Il faut juste trouver un bon job. Et est-ce que vous aimez ça? Ah ben voilà, ça c'est vous qui le savez. C'est un travail manuel, donc c'est quelque chose c'est facile à aimer. C'est pas abstrait, c'est-à-dire que voilà, on vous apporte un vélo, il faut le réparer, vous changez le dérailleur, vous changez le pédalier, vous changez la chaîne, vous réparez les freins, et après c'est fait, c'est réparé, et le client est content, et il repart avec un sourire parce que son vélo fonctionne. Quelqu'un veut un vélo, vous lui mettez en place un cadre, etc., vous le quittez comme il faut, comme il veut, il vous paye, vous avez fait un travail honnête, à la fin de la journée, vous savez ce que vous avez fait. Vous rentrez chez vous, vous êtes satisfait de votre travail. Alors peut-être que votre voisin qui est banquier vous regarde de haut parce qu'il gagne 4 fois plus que vous, mais lui il fait un boulot de merde, et il sait pas ce qu'il a vraiment fait en fait. En fait, aujourd'hui, là, si ça se trouve, il a enculé trois clients, il lui a fourgué des bons du trésor de la Bundesbank à moins 1%, mais vous pouvez être fier de vous. Vous regardez dans la glace, vous avez fait votre journée de boulot. Vous, quand vous baisez votre femme le soir, ou votre mari, euh, vous le faites bien, parce que vous êtes fier de qui vous êtes. Le banquier à côté, il est obligé de se faire une ligne de coke pour bander. Parce qu'il sait il sait au fond de lui que c'est une merde. Et quand tu penses que t'es une merde, tu bandes pas. Ou si t'es une gonzesse, ben, t'as pas envie. Je mélange les genres, mais c'est la réalité de la vie. Alors si vous avez 15 ans, vous vous rendez pas compte de tout ça. C'est normal. Mais à 30, 40, 45 ans, la réalité c'est ça. C'est que vous devez être content et fier de qui vous êtes. Pas pour l'esbrouf, pas pour aller voir les gens en disant ouais t'as vu, je suis. Non, c'est entre vous et vous-même. Alors les jeunes générations qui sont tout le temps sur Facebook, tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est encore difficile parce que vous vous rendez pas compte qu'en fait la réalité de la vie c'est de savoir être seul. Or ces réseaux sociaux font que vous n'êtes jamais seul parce que vous avez des notifications permanentes, constantes du mec qui a mis la photo de son chat, de la nana qui a fait une photo de son nombril, etc. Il faut couper ces trucs, hein, de plus en plus. Ou du moins vous limiter à une demi-heure tous les matins ou tous les soirs. Mais là, par exemple, je vois il y a une amie, enfin bref, qui est passée en vacances. Elle est jeune, elle a 26 ans, elle est tout le temps sur son téléphone. Tout le temps, elle fait des photos de tout ce qu'elle mange, elle l'envoie à ses copains. Qu'est-ce qu'ils en ont? Mais c'est comme ça, ils veulent se regarder en réseau, garder. C'est de la merde, ça aussi. Coupez vos réseaux sociaux, gardez-les vraiment de manière très 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 sporadique et limitée. Donc, euh, voilà, il y a plein d'opportunités. Il y a des opportunités dans la production de nourriture bio, il y a des opportunités dans la permaculture, il y a des opportunités dans les énergies alternatives, dans les métiers de base que sont la plomberie, l'électricité, la menuiserie, la charpenterie, tout ce qui ne va jamais disparaître parce que c'est basique.
Et puis il y a, bien sûr, pour ceux qui ont peut-être une approche plus intellectuelle des choses, il y a l'ingénierie, il y a les nouvelles technologies qui, alors peut-être justement pas Internet, et aujourd'hui c'est trop tard. Ma génération, moi, je suis tombé en pile dans cette phase Internet, réseau, et c'était effectivement à la fois très rémunérateur et très excitant, parce que c'était nouveau. Alors pour moi, c'était pas très nouveau, parce que déjà dans les années 80, j'avais accès à des ordinateurs connectés sur Internet. Alors c'était avant le web, hein. Et surtout, je lisais beaucoup de science-fiction, de type cyberpunk, etc. Donc quand il y a eu le web, pour moi, c'est tout à fait banal et normal. La seule chose que j'attendais, c'est à quel moment est-ce qu'on a un jack qu'on met dans le cerveau pour avoir une interface cerveau-machine. Mais bon, ça, j'étais jeune, je me rendais pas compte que ça allait pas aller assez vite. Mais on y travaille là-dessus. Mais pas forcément sur ces choses-là, pas forcément dans l'informatique, etc. Il y a des opportunités dans plein de, de technologies de pointe liées justement aux énergies renouvelables, aux énergies alternatives, aux moteurs, aux pompes pour l'eau, pour l'isolation des maisons. C'est des choses qui sont de haute technologie et qui ont une application tout à fait euh, pratique et réelle dans notre démarche de préparation de recherche de résilience et d'autonomie. Alors, je ne sais pas si je vais vous parler de la préparation en elle-même pour les jeunes, mais une chose que je voulais aussi vous dire, c'est que souvent on me dit, je suis jeune, j'ai pas beaucoup d'argent, comment je fais pour avoir ma base autonome durable? Et tu peux pas tu peux pas t'acheter une ferme ou même louer une ferme ou l'acheter de quelque manière que ce soit. Alors peut-être que tu peux te grouper avec d'autres personnes qui ensemble ont un projet commun, mais c'est difficile. En revanche, même adolescent, tu peux déjà te préparer dans ton attitude mentale en fonction de l'environnement. Si ton environnement c'est je vais à l'école, euh, même dans l'approche qui est très basique, c'est vraiment un tout petit truc, hein, avoir un kit pour l'école au quotidien. J'ai rencontré lors des conférences, je remercie les jeunes qui sont passés à Lille récemment m'écouter dans une conférence, qui m'ont montré, voilà, ils étaient très jeunes, ils avaient je crois 12 ans, et ils disaient, voilà, j'ai un petit kit pour aller à l'école. Alors évidemment, ils n'ont pas encore le Glock 19, hein. Ils ont le petit canif, ils ont la petite lampe de poche, ils ont un sparadrap. Voilà, on commence petit, on commence. Pourquoi? Parce que la lampe de poche, si l'électricité tombe, il y a le téléphone pour appeler la maison. Ça a l'air de. Vous allez dire, bah, tu casses pas les briques, tout le monde fait ça de nos jours. Mais oui, mais bien. Et continuons et ajoutons les petites choses. Et quand on grandit, on acquiert plus de compétences. On découvre aussi plus de savoir-faire, d'envie, justement, ces vocations qui peuvent naître. Une chose que je conseille souvent aux parents qui ont des enfants, c'est faites-leur partager les métiers. Allez voir dans des foires, les foires des métiers, ça existe, ou alors allez rencontrer des métiers différents. Essayez le banquier, à voir à quel point il se fait chier tous les jours dans son bureau. Allez voir le menuisier, le réparateur de vélo, et posez des questions et demandez, est-ce que mon gamin peut passer une demi-journée chez vous? Si c'est un ami, ce sera bien sûr sans problème. Et ça, c'est vachement plus intéressant qu'une journée d'école, hein, de nos jours. Passer une journée avec un professionnel ou une demi-journée avec un professionnel euh, qui vous montrera quel est son travail, quoi ça correspond, les interactions avec les clients, les côtés intéressants comme les côtés casse-couilles du travail. Il y en a, hein, je veux dire, dans tous les métiers, il y a des côtés casse-couilles. Il y a les métiers, il y a aussi les métiers de la sécurité, hein, évidemment militaire, bien que ça ait des dangers, j'en ai parlé en tout début. Le danger, c'est de suivre les ordres. Alors, le militaire, on peut lui demander de faire des choses atroces. Mais il acquiert aussi des compétences utiles pour le futur, donc, même s'il est payé au lance-pierre. Donc ça, c'est le panachage que les jeunes peuvent aussi voir et essayer de comprendre si ça leur plaît, encore une fois, si ça peut susciter pour eux des vocations. Alors un autre élément peut-être intéressant, et j'ai le projet de vous en parler, c'est évidemment quelque chose qui est lié à la préparation physique, c'est-à-dire un bon physique, être sportif, être endurant, avoir de la force, enfin, tout ça j'en parlerai plus en détail. Mais enfin c'est quelque chose que les jeunes devraient, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, ne serait-ce que pour leur santé, mettre un fort accent, sur lequel ils devraient mettre un fort accent. Donc travailler leur endurance, leur force, leur physique, leur nutrition, leur capacité à être en bonne santé, et donc d'être polyvalent physiquement et d'éviter les blessures, les maladies qui sont liées à notre monde moderne, et la déprime, etc.
Moi, ce qui m'a sauvé quand j'étais adolescent et que j'avais un coup de blues parce que je m'étais pris un râteau d'une gonzesse, ça m'arrivait souvent, comme tout le monde, eh bien, c'est de faire du sport. J'allais faire un jogging, j'allais courir, j'allais faire de la natation, faire un tennis, peu importe. Ça fait du bien. Et ça vous permet de passer outre et jamais d'avoir des pensées suicidaires à la con, quoi. Le jour, et on a tous eu, surtout quand on est ado et qu'on est sensible, parce on est lié à l'opinion des copains, à l'école, et au lycée, tout ça. Faites du sport. Faites des arts martiaux, comme ça en plus vous pouvez leur péter la gueule si c'est nécessaire. Mais surtout, l'avantage des arts martiaux, c'est que ça vous apprend la discipline, le contrôle, un certain code d'honneur, une certaine attitude, et ça c'est très très bien. Donc voilà, tout ça ce sont des approches, et donc il n'y a pas besoin de viser la base autonome durable, idéalisée et fantasmée, hein. Je veux dire, on y va petit à petit, et vous avez votre petit sac, etc., etc. Comment convaincre vos proches? On l'a expliqué dans Rue Barbare. En fait, il ne faut pas convaincre. S'ils sont intéressés, vous pouvez expliquer votre démarche. Autonomie, résilience. Si vous avez un petit kit d'évacuation, vous leur montrez le site du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, des différents pays dans lesquels vous habitez, et vous dites, voilà, en cas de crise, voilà de quoi tenir 24 heures, 48 heures. Alors, vos parents vont vous dire, soit ils vont vous dire, ah ouais, c'est intéressant, on ne savait pas. Ah ouais, c'est une bonne remarque. Et normalement, si c'est des parents normaux, ils vont trouver ça intéressant. Si c'est des parents 68 heures complètement cons, ils vont dire, mais les crises, ça arrive pas. Parce qu'ils n'en ont jamais connu. On leur a tout donné à ces gens. À ce moment-là, vous pouvez leur dire, mais est-ce que tu as pris des assurances incendie pour la maison? Ils vont dire oui. Et voilà, on se prépare aux crises. Si la maison brûle, on prend une assurance. Si la voiture se fait brûler ou voler, ça dépend du quartier dans lequel on habite, eh bien vous avez une assurance. On a bien une, comme c'est les 68 c'est des socialos, ils ont bien une assurance maladie. Ils ont bien cotisé pour des retraites et maintenant ils les reçoivent. Ça fait partie de la prévoyance, même si c'est une prévoyance sociétale et socialiste et machin, c'est de la merde, mais quand même, ça se fait. Donc, il y a un angle d'approche, en leur faisant réfléchir. Parce que souvent, vos parents, surtout à la génération des 68 ans, ils sont pas très fut-fut. En même temps, leurs enfants non plus, donc probablement c'est pas vous qui regardez cette vidéo. Ah, je suis méchant, mais c'est normal. Ils nous ont détruit notre monde, donc il faut un peu quand même les remettre à leur place. Ensuite, si vraiment vous voulez les convaincre, vous pouvez leur montrer des faits. Et les faits, c'est pas une opinion, c'est pas je crois que, je pense que Dieu est venu sur... Non, un fait, c'est voilà comment va l'économie, voilà le niveau de dette. Et ça vous permet d'avoir une discussion, et ne soyez pas non plus obtus, peut-être que si vos parents sont des gens intelligents, je pense qu'ils le sont, si vous êtes ici, vous êtes intelligent et donc vos parents aussi, donc peut-être qu'ils vont contre-argumenter en disant oui mais cette dette nous allons pouvoir la payer, etc. etc. Et à vous d'amener les arguments, à vous de discuter. Peut-être que ça fait des sujets passionnants de débat en famille. C'est beaucoup mieux que de savoir qu'est-ce qu'il y aura dans le prochain épisode des Feux de l'amour et savoir si Ernesto va ou pas se faire découper à la machette par le Cubain débarqué le surlendemain. Mais je confonds avec Scarface. Et donc, ça peut être des sujets intéressants. Et donc, par l'argumentation, qui sait, peut-être qu'ils vont réfléchir et peut-être qu'ils vont se dire ouais, t'as raison. Peut-être que continuer à vivre dans le centre-ville de Paris, entouré par des fauves sauvages, peut-être c'est pas bien. Vous pouvez aussi discuter sur les causes des événements tragiques qui sont en train d'arriver bientôt quotidiennement dans la plupart des pays. Qui sont les terroristes du Bataclan? Pourquoi? Et patati et patata, qui les manipule, d'où ils viennent, pourquoi l'immigration, une chance pour la France. Eh ouais, etc., etc. Réfléchir. En plus, ça fait plaisir. Si vous êtes des parents de gauche, vous leur rentrez dedans avec l'immigration, ça ça hérissera leur poil. À l'inverse, si vous avez des parents hyper droitards, etc., vous leur expliquez que c'est pas forcément effectivement seulement la haine de l'Occident. C'est aussi peut-être une manipulation et les guerres, etc., etc. Enfin, toute cette complexité, vous pouvez l'amener de manière taquine. Et ça, c'est toujours bien. Enfin, le problème avec cette méthode de montrer les faits de la discussion, c'est que lorsqu'une personne est dans le déni,
On ne peut pas la convaincre, même avec des faits. Regardez les gens qui croient en Dieu. Tu peux leur montrer tous les faits que tu veux, comme quoi c'est un non-sens logique, que quand bien même il y aurait une déité les textes et les livres et les pratiques et la religion, et tu boufferas pas ci et tu feras ceci et cela, c'est du non-sens total. Et quand bien même il y aurait par hasard des trucs moraux dans les religions, on peut très bien être moral sans croire dans toutes les balivernes qui vont avec. Bon, bah ça c'est l'évidence, à peu près en 5 minutes on peut démonter des religions millénaires, sauf que les gens qui y croient, quand bien même c'est illogique, quand bien même c'est irrationnel, ils vont jamais te dire ah ouais t'as raison, en 5 minutes tu m'as convaincu, que toutes les conneries qu'on m'a racontées depuis que je suis enfant, j'y crois plus, c'est bon. Non, il est dans le déni, il va dire non, t'es un mécréant, t'es un mauvais chrétien, t'es un mauvais musulman, t'es un mauvais juif, tout ce que tu veux. J'y crois pas. Et il n'y a pas que les religions, je viens de penser à juifs, je viens de penser à d'autres événements historiques. Il y a plein de trucs qui sont complètement inventés, complètement bidons, etc. Tu leur parles de ça, ils deviennent fous. Parce que depuis qu'ils sont petits, on leur a dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et sans aller sur les religions, République française, tu leur expliques la réalité de la Révolution française, la terreur, le génocide, le, le- c'est la genèse du marxisme et du communisme et de centaines de millions de morts. C'est de la merde, la République. Les Lumières, c'est un truc, c'est peut-être quelques bonnes idées à la base, mais c'est devenu un truc horrible, génocidaire, totalitaire, nihiliste. Tu peux pas expliquer un truc comme ça. D'ailleurs, là, il y a beaucoup de gens qui sont en train de regarder la vidéo qui sont ah. Déjà, je me suis fait 4 milliards d'ennemis en parlant des religions, plus les athées, enfin, les républicains, machin, qui me disent ah, non, parce qu'ils sont dans le déni et on peut pas convaincre quelqu'un avec le déni. Et donc, dans ce cas-là, il faut laisser tomber. C'est pas grave. Tu te prépares par toi-même. Peut-être qu'en ayant discuté, tu as semé des graines qui, quand elles vont pousser, les gens vont faire une démarche et vont venir vers toi en disant j'y réfléchis, c'est pas complètement con ce que tu dis. Et là, il faut les accueillir, leur dire ouais, bon, bah voilà, on va discuter parce que de toute façon, on est ici dans le rationnel, on n'est pas dans la croyance, on n'est pas dans une secte, on n'est pas dans une approche